Alors bonjour à tous, merci d'être présents ce matin de bonne heure en ce dernier jour de salon. Pendant 3 jours ici, donc, il a été question du sujet du développement durable. Et s'il y a bien une personne pour qui le développement durable c'est un sujet, c'est l'acheteur. Pourquoi ? Parce que l'acheteur, d'un côté, donc à l'hôpital, il est soumis à des restrictions budgétaires. Il a donc de la part des directions des demandes voilà, d'économie, de gains sur achat. Et de l'autre côté, il y a de plus en plus une prise de conscience de l'importance du développement durable, voilà, de faire attention d'où viennent les produits qu'on achète, est-ce qu'ils respectent certaines demandes, est-ce que voilà, ils sont en accord avec le respect de l'environnement. Et donc voilà, l'acheteur, il a ces deux sujets. Il doit faire des économies, mais en même temps, il doit faire attention à ce qu'il achète. Alors le développement durable, c'est vrai que nous, acheteurs, on peut penser ça coûte cher, ça peut être difficile de trouver un fournisseur qui va répondre à certains critères. Et pourtant, de plus en plus, on va demander aux fournisseurs de faire attention, et on va mettre des critères dans nos cahiers des charges pour répondre à des critères sur le développement durable. Donc pour parler de ce sujet, j'ai 3 personnes qui sont présentes aujourd'hui. Donc j'ai Véronique Chasse, qui est responsable des achats à la FEAP, qui nous expliquera ce que c'est. J'ai Véronique Marco, qui est en charge de la qualité du développement durable au CHU d'Angers et en charge des achats à l'hôpital de Saint-Nicolas. Et j'ai Monsieur Châtenay, Châtenay, excusez-moi, qui est directeur ancien responsable des achats dans des grands groupes et fondateur de l'OPSAR. Donc, pour commencer, je vais donner la parole à Véronique Chasse. Peut-être expliquez-nous avant tout ce qu'est la FEAP. Oui, la FEAP, Fédération des établissements hospitaliers d'aide à la personne, est une fédération en fait qui regroupe 4000 établissements dans le secteur hospitalier et aussi médico-social. Et donc sa particularité, c'est que l'ensemble de ces établissements sont privés non lucratifs. Donc ça veut dire que derrière, il y a des associations, loi 1901, loi 1908, et puis des fondations. Alors, vous, à la FEAP, il y a particulièrement 2 sujets sur lesquels vous avez travaillé et pour lesquels vous êtes investi en termes de développement durable. C'est notamment la dialyse et les produits d'incontinence dont vous vouliez nous parler. Oui, effectivement. Alors, de manière générale, en fait, quand on lance un marché, on fait en sorte, quand on le peut, et quand le marché, ou en tout cas la famille d'achat s'y prête, d'avoir des clauses des développements durables. Dans le secteur de la dialyse, alors la particularité en fait du secteur privé non lucratif, c'est qu'on a beaucoup d'établissements de dialyse et que historiquement, c'est dans ce secteur que la dialyse est née, en tout cas les centres. Et on s'était aperçu en fait que les fournisseurs avaient des pratiques quelque peu étranges, c'est-à-dire que pour les membranes de dialyse, on pouvait avoir une production par exemple en Allemagne, ensuite ça partait au Japon pour l'assemblage, et puis ça repartait en Allemagne. Donc on a mis des critères dans les marchés qui sont des critères qui sont liés au process de conception et de fabrication, aux matériaux utilisés, aux sources de trajet d'approvisionnement de ces dispositifs médicaux, puisque là on est dans le DN, de l'emballage. On a demandé aussi quel était le traitement des déchets, comment étaient gérés les flux énergétiques, et puis évidemment des questions relatives à l'empreinte carbone.
Donc, le premier marché, effectivement, sur les membranes de dialyse qu'on a monté avait comme critère vraiment, alors pas que des critères évidemment en termes de développement durable, hein, mais des critères qui étaient importants et d'ailleurs, on a mis une clause dans le cahier des charges pour savoir effectivement quelles étaient les politiques des différents groupes de fournisseurs. Donc ça, c'est pour la dialyse. Pour les produits d'incontinence, on s'est intéressé aussi au développement durable et on a mis des critères. Ces critères étaient relatifs aux matières premières qui étaient utilisées pour ces produits, puisque pour les établissements en fait, de la FEHAP, ce sont des produits qui sont très importants, puisque je vous ai dit qu'on était à la fois sur l'hospitalier et à la fois sur le médico-social. Donc ça veut dire que derrière, on a beaucoup d'établissements qui sont sur de longs séjours et qu'on n'est pas, contrairement au MCO, hein, que sur du court séjour. Donc ce sont des produits en fait stratégiques pour un certain nombre d'établissements. Donc en termes de critères, on a ciblé effectivement les matières qui étaient utilisées, les mesures aussi que mettaient les entreprises en termes de réduction de CO2 et puis l'optimisation des flux de transport qui pouvaient être mis en place. De manière générale, comme je vous le disais, on est également sur une pratique qui fait qu'à chaque fois que on le peut, on met des clauses de développement durable. Et en fait, on élabore aussi un clausier de développement durable. Et ce clausier, en fait, regroupe famille d'achat, par famille d'achat, ce qu'on peut imaginer comme clause de développement durable, mais également de clause d'insertion sociale. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une approche RSE, puisque les approches RSE hein, sont bien à la fois sur les secteurs développement durable, mais également sur les clauses d'insertion sociale. Et pour l'univers du privé non lucratif, ces clauses d'insertion sociale sont d'autant plus importantes qu'on a un certain nombre d'établissements qui sont des ESAT et des EA et qui sont en fait pour nous donc des adhérents qui sont importants. Voilà, donc on a vraiment au niveau des achats et des choix des fournisseurs, puisque c'est le titre effectivement de cette conférence, mis en place, disons, les outils nécessaires pour que les établissements puissent avoir dans leur politique achat un volet véritablement RSE. Alors, est-ce que ça a été difficile à mettre en place ? Non, c'est pas difficile à mettre en place. D'abord parce que les mentalités ces dernières années ont beaucoup changé et donc ça veut dire en fait que tout un chacun, de manière personnelle ou de manière professionnelle, en fait, on est beaucoup plus sensible à ces aspects-là. La deuxième chose aussi, quand même, c'est que au moins pour le volet sanitaire, pour le volet médico-social, c'est un peu différent, enfin, quoique, mais il ne faut pas non plus négliger que dans la certification des établissements, voyez les manuels de certification et les questions achats, c'est traité sous l'angle achat éco-responsable, en fait. Et ça veut dire que lorsque les établissements mettent en place des démarches vertueuses et sélectionnent les fournisseurs aussi en fonction de ces politiques de développement durable, ça veut dire que derrière, ils répondent aussi aux exigences des manuels de certification. Donc du coup, tout converge finalement pour que ces secteurs-là et ces activités RSE soient prises en compte. Très bien, je vous remercie Véronique Chasse. On va passer au secteur public. Avec le CHU d'Angers et Véronique Marco, vous avez mis en place
une politique achat qui a été très tournée vers une politique achat éco-responsable dans votre service. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage, nous expliquer la démarche et comment est-ce que cette démarche est reproductible dans d'autres établissements? Donc le CHU... Le CHU d'Angers, c'est environ 1483 lits, pour vous donner une idée, et un budget de 453 millions d'euros d'exploitation, dont un peu plus de 31 millions d'euros de dépenses hôtelières et générales. Le CHU d'Angers avait déjà démarré des engagements dans le domaine du développement durable, mais il a souhaité traduire ces engagements en matière de développement durable par un acte politique fort qui a été pris par le conseil d'administration en juillet 2008. Donc on a élaboré ce qu'on appelle un plan d'action développement durable, l'agenda CHU 21. Et cet agenda avait pour objectif de donner une meilleure lisibilité aux actions qui étaient déjà engagées, dans le domaine des déchets par exemple, ou dans le domaine des transports, parce qu'on avait initié un plan de déplacement d'établissement, mais aussi de permettre d'engager de nouvelles actions, notamment dans le domaine des achats. En novembre 2008, la commission du développement durable, qui est constituée de professionnels, mais aussi de représentants du conseil d'administration, donc des élus, des représentants du personnel, a validé la politique des achats responsables du CHU qui a été diffusée début 2009 à tous les acheteurs de l'établissement, y compris pharmacie, services informatiques, travaux, etc. Dès lors, une clause générale a été ajoutée à tous les règlements de consultation précisant l'engagement du CHU en matière d'achat éco-responsable. En fait, on est parti d'un article qu'on a ajouté à tous nos règlements de consultation. Et cette clause stipulait que le CHU d'Angers, engagé dans une démarche de développement durable, met en place un programme CHU 21 ciblant des actions relevant des dimensions environnementales et économiques. Aussi, le CHU portera une attention particulière aux offres prenant en compte le développement durable, ce qui peut se manifester par la présentation de certificats, de écolabels, présentation des écobilans ou des services ou produits, un engagement à respecter certaines conditions de production des biens ou des services, conditions de travail conformes aux recommandations du Bureau international du travail, etc., etc. Une réflexion a alors été engagée avec les acheteurs des différents segments pour mettre en œuvre cette politique des achats éco-responsables en fonction des segments. On n'a pas fait ça de façon uniforme, on a discuté segment par segment d'achat. Et nous avons adopté ce que j'appelle la méthode des petits pas. Et nous sommes appuyés aussi sur une veille dans le domaine des achats éco-responsables. Il faut dire que nous avions des contacts avec des entreprises à travers le club environnement de la Chambre de commerce et d'industrie du Maine-et-Loire. On a par ce biais-là découvert par exemple la démarche des achats éco-responsables du groupe Rémy Cointreau, qui avait une démarche assez avancée dans le domaine. Et on a aussi participé à différents colloques, notamment un colloque de l'Obsar en janvier 2011, qui nous a permis aussi d'avancer sur notre démarche d'achat éco-responsable. Donc au départ, on a commencé par la promotion des achats éco-responsables à travers la diffusion de catalogues des produits verts, par exemple sur les fournitures de bureau. On a exigé des écolabels pour le marché d'édition du journal interne qui est imprimé sur du papier recyclé avec le label Imprime Vert. Mais dès 2009, on a aussi introduit des critères d'attribution dans certains marchés à travers la réponse à un questionnaire. Donc on a commencé par un questionnaire qui contenait 4 questions dans le cadre d'un marché sur les déchets. On le demandait aux entreprises s'ils avaient une flotte de véhicules qui était respectueuse de l'environnement, s'ils avaient formé leurs chauffeurs à l'éco-conduite. Et on a été assez surpris en fait du niveau de réponse des entreprises dans le domaine. Et on avait une question qui était plus ouverte, qui était relative aux autres mesures de performance mises en place en matière de protection de l'environnement. À partir de ces réponses aux questions et de la veille qu'on avait engagée, on s'est dit finalement, on a été un peu surpris par les réponses des entreprises qui répondaient à notre consultation, à ce mini-questionnaire. Et on a développé un questionnaire, encore une fois, parce qu'on avait fait de la veille dans le domaine. On a poursuivi en ajoutant d'autres questions. Par exemple, on a posé la question aux entreprises, est-ce qu'elles ont réalisé un diagnostic dans le domaine du développement durable ou est-ce qu'elles ont engagé un dialogue avec les parties prenantes de l'entreprise? Quelles sont leurs thématiques dans le domaine du développement durable de la communication? Quelles sont leurs actions dans le domaine du volet social, volet environnemental, volet économique?
Et ainsi, on a étoffé notre premier questionnaire. Alors bien sûr, on ne s'est pas tenu à ce type de questionnaire. On a ensuite engagé des réflexions sur la réduction des volumes d'emballage, sur la reprise des matériels dans le domaine des investissements. Mais on a bien démarré sur cette thématique, ça nous a permis de bien démarrer sur la thématique du questionnaire. Dans le secteur des travaux, sur les achats éco-responsables, le CHU a introduit une clause d'insertion sociale obligeant les prestataires à faire travailler des personnes en difficulté d'accès à l'emploi, et ce à hauteur de 5%. On s'est appuyé sur le travail qui a été fait au niveau de l'agglomération d'Angers. Et pour vous donner une idée, en 2013, on avait environ réalisé 3595 heures dans ce cadre, et on a renouvelé la signature d'une convention de coopération avec l'agglomération pour la promotion de la clause d'insertion professionnelle. Donc ça nous permet dans l'exécution des travaux de réserver une partie des heures à une clause d'insertion professionnelle. Alors cette démarche, on l'a poursuivie parce qu'elle a été engagée et elle a bénéficié d'un regard extérieur. Elle a été valorisée. Le CHU a été lauréat en 2012 des trophées régionaux du développement durable. Par le biais de l'organisation de ces trophées sur la région, on a eu de plus en plus de contacts avec les entreprises et on a vu ce qui se passait au niveau du monde de l'entreprise. Donc ça nous a encouragés à poursuivre et à finalement faire des études de marché segment par segment, donc poursuivre nos questionnaires. Et on a eu aussi les awards, et en novembre 2013, on a été lauréat dans le cadre des journées de l'achat hospitalier. Alors, depuis 2012, je suis en charge des achats à l'hôpital Saint-Nicolas, et pour moi, cette démarche, elle est transposable, me semble-t-il, à l'ensemble des établissements. Quand j'ai été affectée à l'hôpital Saint-Nicolas, l'objectif était de mutualiser les achats, et j'ai appliqué la même démarche, c'est-à-dire il n'y avait pas de programme d'action développement durable. Donc on a commencé à faire un diagnostic à l'aide du baromètre ou d'autres outils qui sont fournis par l'ADEME sur le développement durable. On a ensuite, dans le cadre du programme phare et en conformité avec le critère, vous en parliez tout à l'heure, le critère 6F sur les achats éco-responsables, mis en place une politique des achats et des approvisionnements qui a été présentée, validée par les instances. Dans les axes, on avait de nouveau sur Saint-Nicolas, bien entendu, j'ai systématisé la présence d'une clause développement durable dans les documents contractuels, mais aussi en fonction du diagnostic qui avait été fait sur Saint-Nicolas, on s'est engagé à formaliser un accord écrit conforme à la réglementation en vigueur en matière d'achat public, préalablement négocié et signé par les personnes habilitées avec tout engagement avec un fournisseur. En fait, il y avait beaucoup d'achats à Saint-Nicolas qui se faisaient de gré à gré sans forcément d'assurance et de définition de contrat. Donc ça fait partie de nos engagements dans le cadre des achats éco-responsables. Nous avons donc introduit un article dans tous les règlements de consultation, similaire à celui du CHU d'Angers, avec l'ajout d'un paragraphe relatif au référentiel de la responsabilité sociétale des entreprises. Il faut dire que dans les Pays de la Loire, il y a eu un gros travail de fait, à la fois du côté des acheteurs publics et des entreprises, avec la mise en place d'un référentiel RSE. Donc nous avons pu introduire un critère d'attribution de 5% lié à la démarche développement durable des candidats dans toutes les procédures d'achat Saint-Nicolas, donnant lieu à une publication depuis début 2014. Donc toutes les publications qui sont faites sur de profils d'acheteurs contiennent à peu près 5%, un critère 5% de développement durable. Et quel que soit le segment. Donc pour vous donner une idée, on l'a fait sur des achats de prestations de maintenance informatique. Et il y a des prestataires de maintenance informatique qui sont très engagés dans le développement durable. Ils ont des notes par rapport à notre questionnaire qui sont largement supérieures à 15 sur 20. Sur l'achat de fauteuils roulants, là ils sont un peu en dessous de 10, donc c'est un segment où c'est peu avancé. La fourniture et la pose des lave-vaisselle professionnels, la même chose, les grosses sociétés ont des engagements dans le domaine des achats éco-responsables. La fourniture de mobilier des chambres, la prestation relative à la liaison Internet avec les grands groupes, mais pas que, aussi les petites sociétés informatiques. La fourniture de mobilier de chambre, la prestation relative à la liaison Internet, la prestation de mandat d'agent immobilier. On vient de consulter pour vendre des logements. Les petites agences immobilières peuvent répondre aussi à ce questionnaire sur les achats éco-responsables et parfois ont une démarche achat éco-responsable.
Et puis on l'a poursuivi avec la location et la maintenance de photocopieurs multifonctions notamment. Alors si on regarde les réponses au questionnaire et le poids de ce critère, il a aujourd'hui un impact faible, me semble-t-il, dans le choix. Ce n'est pas ça qui fait basculer forcément le choix, en tout cas par rapport à l'expérience que j'en ai. Mais ça nous permet en tout cas de permettre de situer l'entreprise dans une démarche de progrès et d'amélioration de la continue de la qualité. Et ça me paraît important comme acheteur d'avoir cette dimension dans le choix des entreprises. Alors je préciserai aussi que dans notre questionnaire, on a souhaité qu'il soit conforme aux principes fondamentaux des achats publics, c'est-à-dire la liberté d'accès à la commande publique. Et pour ce faire, dans le questionnaire, à travers la question sur le diagnostic, on propose aux candidats, en tout cas on leur indique, des outils gratuits tels que le GPS, c'est-à-dire le Global Performance System du Centre des jeunes dirigeants. C'est un outil qui leur permet gratuitement de faire un diagnostic de développement durable sans forcément engager des frais sur des labels. De la même façon, on leur propose, en tout cas à Saint-Nicolas, on leur fait la promotion du référentiel RSE, qui est un outil pareil qui permet de faire un diagnostic de développement durable pour les entreprises des Pays de la Loire, mais pas que, puisqu'il est accessible sur le site des Pays de la Loire. Et ça permet aux entreprises de pouvoir répondre sur notre questionnaire et de faire un diagnostic développement durable et permettre finalement la liberté d'accès à la commande publique. De la même façon, parce qu'on a un souci aussi de transparence, conformément au référentiel régional partagé pour la RSE des Pays de la Loire, nous nous sommes engagés à Saint-Nicolas à être transparents sur le processus d'évaluation. Donc le questionnaire dont je vous parle, on a indiqué le nombre de points par question et la pondération naturellement au niveau du critère. Alors ces questionnaires, si vous souhaitez en savoir plus, ils sont disponibles puisque le CHU d'Angers, il y a une consultation en cours sur achahopitaux.com, une consultation de prestations et de traitement des déchets assimilés aux ordures ménagères où le questionnaire est présent. Et puis si vous vous connectez sur le site Clécoun, toutes les consultations de l'hôpital Saint-Nicolas, vous allez retrouver notre questionnaire qui est diffusé. Alors je vous remercie, justement je parlais hier avec des acheteurs sur la question du développement durable et ils me disaient c'est toujours très difficile d'évaluer le fournisseur, de savoir s'il est vraiment conforme, s'il est vraiment en pointe sur le développement durable. Alors finalement votre questionnaire c'est la solution ou ça reste, parce qu'ils me disaient en gros il suffit qu'ils aient un très bon service marketing, qui sache voilà, mettre en avant certaines choses et puis là finalement on est vite trompé, disons. Ceci dit, ce qui s'est passé dans le premier questionnaire, et c'était là finalement notre surprise, et ce qu'on retrouve, ce qu'on recoupe aussi, puisqu'en fait on fait partie d'un réseau sur la région des Pays de la Loire, donc ça nous permet de recouper malgré tout les informations. Bien souvent, à l'appui du questionnaire, on a des documents et des éléments de preuve qui nous sont fournis, donc ça nous permet aussi de vérifier l'information. Donc je ne pense pas que ce soit que du marketing. Vous vouliez dire quelque chose, Monsieur Châtenay? J'allais vous passer la parole justement, si vous voulez réagir à ça. Vous m'entendez là? Excusez-moi. Oui, bonjour. Donc déjà, j'ai 30 ans d'expérience dans les achats, donc à peu près une vingtaine d'années dans quelques PME, Veolia, Danone, Eiffage et un équipementier automobile. Et je dirais depuis 10 ans, j'ai basculé dans le monde associatif, donc au niveau de la CEDAF, donc, au niveau association des acheteurs depuis 1986. Et donc je suis aussi à l'origine, je dirais, de la rencontre de la sphère publique et privée en ayant créé l'Obsar, qui est un observatoire des achats responsables, qui était de mettre en commun, je dirais, des bonnes pratiques et essayer de pérenniser la relation pour qu'elle soit le plus durable possible, ce qui fait que ça va déboucher sur une norme achat responsable qui existe, j'en parlerai tout à l'heure, un label et un certain nombre de choses. Je suis aussi très impliqué dans le monde du médico-social, puisque je fais partie du conseil d'administration à la fois de PAPA et d'Andeco, donc dans la mise en relation du secteur de l'handicap, et je connais très bien aussi tout ce qui est lié à eux, l'insertion par l'activité économique. Maintenant, les achats, donc quoi dire? En fait, si on se rend compte, c'est un sujet central, parce que de plus en plus, en période de crise, on a moins le temps de chercher. Les conditions sont de plus en plus contraignantes dans la relation, on essaye de limiter le risque.
et on essaye de pérenniser la relation. Donc il y a un mot magique qui est sorti il y a quelques temps qui s'appelle la RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Sachant qu'auparavant, quand on prend le Grenelle, donc il y a eu le Grenelle de l'environnement, le Grenelle de l'insertion, le développement durable commençait à devenir un peu plus concret parce qu'on essayait de regarder ce qui se passait. Et de plus en plus, avec l'apparition de ces mots-là, on essaye de mettre en place, disons, de qualifier ses besoins. Donc d'écrire des choses et demander par des critères, un certain nombre de données, comment faire et comment le respecter. Donc le développement durable est un super levier. Et aussi ce qu'il y a de plus en plus dans la relation entre les acheteurs et les fournisseurs ou entre les entreprises, c'est de tracer l'information. C'est de se dire, ben voilà, donc est-ce que c'est bien conçu, est-ce que c'est bien produit, est-ce que c'est bien acheté, est-ce que c'est bien consommé, est-ce que c'est bien éliminé. Et aussi sont apparus donc, tout ce qui est lié à l'impact social et l'impact environnemental. Donc maintenant, on essaye d'aller vers le secteur depuis la loi sur 2005 sur le handicap, essayer de privilégier l'utilisation de ressources en difficulté. On commence maintenant à parler aussi des seniors, de plus en plus. Donc on est vraiment au niveau de la place de l'homme au centre du débat de la relation. Après, les pratiques d'achat. Les pratiques d'achat sont de plus en plus, l'acheteur donc souhaitait vérifier. Donc on a nommé des gens, donc ils ont instauré un certain nombre de critères pour pouvoir mieux sélectionner. Donc les critères sont très techniques quand on parle d'un équipement et très valeurs quand on parle du social. Et donc aujourd'hui, il y a une convergence sur les critères, c'est de l'art de la preuve. C'est-à-dire, vous faites ça, prouvez-moi que. Alors après, effectivement, quand on prend les sites internet des vendeurs d'équipements, c'est très qualitatif. Hein, ils vous vendent une super machine, etc. Et plus vous êtes près de l'insertion ou des gens, plus c'est aussi l'art de la preuve du qualitatif. On est capable de. Vous preniez il y a quelques années le secteur de l'handicap, on disait c'est cher, c'est long et c'est pas de la qualité. Et il y avait des écarts de prix qui étaient de l'ordre de 40%. Donc au bout de quelques années, ils se sont mis au même niveau que les acheteurs. Et maintenant, ils proposent des services. Il y a encore quelques écarts de prix, mais ils sont plus de 40%. On est plus près de 0 à 10%. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la performance est adaptée par l'amélioration des relations et aussi tout ce qui est au niveau des critères. Après, au niveau donc, des critères basiques des acheteurs, prix, qualité, service, on se rend compte que la notion de la santé devient de plus en plus importante. La santé des salariés, la santé d'un certain nombre de choses, et l'impact que ça va avoir aussi la santé sur l'environnement. Donc maintenant, avec les nouvelles générations, on est plus sensible à mesurer est-ce que mon produit est polluant, est-ce que j'ai beaucoup de déchets. Et à ce moment-là, quand il y a un produit qui est acheté ou un service, on dit mais précisez-moi comment c'est suivi. Et on voit au niveau, par exemple, des hôpitaux, j'ai participé à la construction du CHSF à Évry, la mise en place de filières par rapport à des flux de matière. Vous ne faites pas le même circuit quand c'est des déchets médicaux que quand c'est des déchets de nourriture issus du restaurant d'entreprise ou aussi les déchets qui sont issus du papier de photocopieur. Donc aujourd'hui, de plus en plus, pour qualifier donc, les processus, de plus en plus, maintenant, il y a une notion aussi de filière et de traçabilité. Après, au niveau achat responsable, la RSE est un super levier pour les acheteurs parce que ça donne envie de dialoguer sur des choses qui ne sont pas le prix, la qualité, le service. Et ensuite de demander aux gens, qu'est-ce que vous faites pour l'insertion? Qu'est-ce que vous faites pour l'environnement? Expliquez-moi comment on pourrait mieux faire ensemble. Et maintenant, on n'est plus à l'acte d'achat, on est sur l'acte de mieux acheter et d'acheter ensemble. On voit maintenant apparaître, comme c'était en 1948, des coopératives de plus en plus, des groupes d'achat temporaires. Donc de plus en plus, les gens essayent de se regrouper pour échanger de plus en plus entre eux. Après aussi, les gens quand ils achètent, ils essayent de mettre en œuvre la garantie. La garantie d'être sûr. Pourquoi? Parce que plus vous arrivez à écrire des choses qui garantissent la relation, le produit, le service, mieux sera la façon de l'utiliser. Et donc au niveau durabilité, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça va limiter le risque. Parce qu'en fait, un cahier des charges, vous avez besoin de vous adresser à des fournisseurs. Ce que vous savez à travers des clauses, c'est limiter le risque. Ça, c'est une chose. Donc de plus en plus, c'est pratiqué. Donc les Pays de Loire sont un bel exemple parce que donc, tout à l'heure, ça a été parlé du GPS. Je me souviens avoir assisté à la conférence. Il y avait M. Hérault, qui n'était pas Premier ministre, et le président du CJD, qui était Michel Meunier. Et on était déjà à l'époque sur la scène aussi sur les achats responsables. Et ça remonte à quelques années. Donc au niveau du risque, aujourd'hui, il y a énormément d'outils en place. Donc soit vous appuyez sur des normes, des lois, des réglementations, des labels,
soit vous utilisez des questionnaires qui existent forcément, parce qu'il y a forcément un acteur dans votre secteur qui s'est posé la question pour le même besoin. Donc après, c'est de voir aussi au niveau du territoire. De plus en plus, on voit au niveau des territoires des cohérences entre les acteurs eux-mêmes du territoire. Si vous prenez, si vous avez besoin d'un ordinateur, vous êtes un boucher dans une rue, vous êtes un hôpital, vous êtes une mairie, ou vous êtes une entreprise qui a une activité qui peut être L'Oréal ou autre, le besoin est le même. Pourquoi il serait traité de façon différente? Après, vous pouvez avoir des critères techniques plus spécifiques par rapport à votre besoin qui est à votre proximité. Il est évident que si vous achetez un ordinateur pour un avion, il sera forcément plus technique qu'un ordinateur pour chez soi. Donc c'est de mesurer la différence entre la surqualité et les besoins spécifiques. Donc moi je suis partisan des questionnaires qui sont génériques pour dans un premier temps trouver le fournisseur en termes de relations. C'est qui vous êtes, où vous êtes, ce que vous faites. Regardez au niveau d'une personne, vous faites un CV. Demandez dans un premier temps un CV de vos fournisseurs. Et après, quand vous connaissez votre besoin, qu'est-ce que vous avez besoin comme critères supplémentaires et comment les mesurer? Donc peut-être ça donne une piste de simplification. De plus en plus, il y a une convergence entre les pratiques publiques et privées. Donc on voit que le traitement des besoins, quand on prend l'analyse des besoins, il y a de travailler en binôme avec le prescripteur, comme on dit, donc l'acheteur, pour transformer un besoin vers une commande. C'est de vérifier que la qualité commandée est bien reçue et bien dans la durée. Maintenant, vous avez une norme achat responsable qui est disponible, qui s'appelle le numéro NFX 50135, qui va devenir une norme mondiale qui va s'appeler ISO 21040 d'ici quelques temps. Ce qui veut dire que toutes les étapes du processus achat sont déterminées dans une norme, donc autant l'utiliser. Après, au niveau de la mise en œuvre, je dirais il y a quand même une simplification du code des marchés publics, de plus en plus, quoi qu'on en dise. Et aussi, il y a le PANDD que je crois qui doit être mis en œuvre, qui devrait faciliter la relation au niveau des fournisseurs. Donc la convergence, elle n'est plus que dans la théorie, maintenant elle est dans la pratique. Après, ce qu'il faut, c'est l'adapter en fonction du secteur et du besoin. Donc effectivement, il faut partir d'un truc qui est plus général. Et on n'achète pas la même chose, une table d'opération que des médicaments, que de la nourriture ou ça. Mais par contre, il y a des filières qui s'organisent. Le déchet est un bel exemple. Donc qui permet de remonter la chaîne. On n'en est plus maintenant à qu'est-ce que je fais à la fin de mon processus et combien ça va me coûter en taxes. On est maintenant comment on peut réduire la consommation et les déchets. Après, au niveau des fournisseurs, eux-mêmes mettre en avant maintenant des notions de qualité de service. Donc pour améliorer la performance. Et de plus en plus, la qualité de service est identique que vous soyez dans un hôpital, que vous soyez dans une collectivité ou dans une entreprise qui est dite privée. Donc un peu pour résumer par derrière, donc segmenter le plus possible, regarder ce qui existe et regarder ce qui aussi existe au niveau du territoire. Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être copiées, dupliquées. Parce que tout à l'heure l'exemple a été donné d'une pratique qui était du privé qui pouvait être adaptée. Mais ensuite il y a plein de choses qui sont faites. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui il y a une mixité au niveau des ressources. Le métier d'acheteur est quelque chose qui commence à être visible. Ça pèse en moyenne en France 50% du chiffre d'affaires généré. Donc c'est la moitié de la rentabilité. Donc tous les plans d'action qui sont menés par les acheteurs donnent de la marge de manœuvre. Le secteur de la santé aujourd'hui a des problèmes de budget. Donc ça permet à travers cette filière-là de remettre en place un certain nombre de choses et des acteurs locaux. Le secteur des BTP est un bel exemple, parce qu'il est utile par tout le monde, mais tout le monde achète quelque chose. Et quand on construit sa maison, on utilise les mêmes critères pratiquement que quand on est dans un hôpital. Après, il y a la mise en relation. C'est d'avoir des questionnaires adaptés, simples et efficaces. Quand vous faites un questionnaire, demandez à vos fournisseurs sur quels critères ils souhaitent répondre. Et s'ils sont capables de répondre, ça veut dire qu'ils sont capables de le mesurer. Donc ça va aller dans la performance et ça va être aussi au niveau de la relation. Ensuite, essayez de travailler en collaboratif. Comme ça a été dit, avec les services connexes. Ça ne sert à rien d'inventer un système si par derrière, il n'est pas suivi ni contrôlé. Je prendrai l'exemple du photocopieur. Comment réduire de 50% la consommation de papier? Il suffit simplement de mettre par défaut impression recto verso sur l'imprimante. Donc ce n'est que du bon sens. Après, c'est aussi, ça n'a pas été dit, je pense aussi, c'est les parties prenantes. Tous les acteurs locaux, c'est les intégrer de plus en plus et essayer de leur demander qu'est-ce qu'ils font autour de la RSE et de l'innovation.
Parce que tout ce qui est RSE, c'est une productivité potentielle, et tout ce qui est innovation aussi. Et l'innovation, elle existe aussi par les relations que vous avez avec toutes les parties prenantes. Et aussi, quand vous faites un questionnaire, c'est à quoi ça sert et qu'est-ce que je vais en faire derrière. Parce que quand vous prenez les questionnaires actuellement, il y a une étude qui a été faite par Ors. Donc au niveau des grands groupes qui mettent de la pression sur les plus petits, 90% de ce qui est demandé ne sert à rien. Donc il vaut mieux se poser la question, c'est à quoi ça sert et qu'est-ce que je vais en tirer comme enseignement. Et reprenez l'exemple du CV. Quand vous recrutez une personne, donc quand vous lisez des trucs, il y a combien de critères que vous regardez? Et comment vous sélectionnez une personne? Posez-vous la même question au niveau, de l'entreprise que vous cherchez ou que vous trouvez. Donc c'est pour ça que je vais me lancer dans un projet qui est la mise en relation directement des acteurs entre eux, qui soit au niveau du territoire, pour que les gens discutent entre eux. Regardez le succès qu'a amené le Bon Coin quand même. Au début, c'était un outil qui était la mise en relation entre l'offre et la demande. C'est devenu le premier recruteur de France. Regardez ce qui se passe avec Booking. Au niveau des référencements des hôtels, aujourd'hui, vous évaluez la relation et c'est vous qui jugez. Donc, essayez de plus en plus d'imaginer, c'est comment je suis jugé par l'autre. Voilà un petit peu une synthèse. Donc, après, je suis prêt à répondre à vos questions. Vous ne nous avez pas parlé de l'OPSAR. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que peut apporter l'OPSAR aux établissements? Est-ce que c'est des bonnes pratiques? Donc l'OPSAR a une vocation première. Donc c'est à la fois c'est un observatoire, donc il observe les pratiques. C'est un lieu d'échange, de partage et de mise en commun des pratiques à la disposition du plus grand nombre. Et aussi c'est un think tank. Donc il a créé un baromètre pour mesurer les tendances d'évolution des bonnes pratiques. Donc il y a un colloque annuel qui est fait, il y a une enquête annuelle qui est faite, donc elle est publique et diffusée. L'OPSAR, donc c'est une convergence du métier des acheteurs pour faciliter la relation et limiter tout ce qui sont les mauvaises pratiques, puisque c'est adossé à la médiation de la relation inter-entreprise. Et donc de l'autre côté, c'est pour mettre en avant tout ce qui peut aller dans le mieux disant. Donc le moins disant étant le coût. Donc maintenant, c'est comment je passe du moins au mieux disant. Le mieux disant, c'est d'échanger, de regarder ce qui est fait. Donc ça peut être utilisé en termes de critères à la fois par le public, par le privé, puisque la relation, elle est quel que soit le segment d'achat et quel que soit le secteur d'activité ou la filière. Donc c'est un lieu d'échange et de partage donc, qui anime des thématiques. Il y a des conférences qui sont faites, qu'on appelle des matinales. Il y en a d'autres qui sont faites avec des thématiques type l'Institut de l'économie circulaire prochainement. Il y en a une qui a été faite aussi avec tout ce qui est éco-responsable et autres. Donc l'idée c'est d'aborder des thématiques et de donner au plus grand nombre d'informations pour que les gens évitent de chercher et gagnent du temps et je dirais gagnent aussi bien sûr de l'argent. Alors vous qui venez du privé, quel regard portez-vous sur le traitement du développement durable par les hôpitaux? Est-ce que vous pensez qu'on est un peu en retard? Est-ce que vous pensez qu'on est en avance? Comment vous voyez ça? Moi, je vais prendre un exemple toujours qui est très concret. Je me souviens être intervenu en tant qu'OPSAR. On voyait déjà, il y avait deux salons. Donc d'un côté, il y avait le salon de la santé, de l'autre côté, de l'autonomie. Donc là, on voit une évolution de convergence, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Ce sont principalement des entreprises qui sont aussi utilisées par le secteur privé, si on regarde bien. La seule différence qu'il y a ici, ce sont des produits un peu plus techniques et des services un peu plus pointus. Aujourd'hui, on va vers une grande convergence, je dirais, du traitement des besoins et ensuite d'utiliser les mêmes pratiques. Il n'y a plus à se dire « je suis différent ». Après, ce qui est différent quand même, c'est si vous étiez à la directive ou si vous étiez au Code des marchés publics. Donc, ce qui fait que ça donne un certain aspect administratif ou juridique des choses. Mais dans toute chose, il y a des choses à prendre et à expliquer ou à expliciter. Et aujourd'hui, le Code des marchés publics est un frein pour les petites entreprises dans les territoires. Donc, je ne vais pas faire l'avocat du diable, mais aujourd'hui, tant que vous êtes en relation avec je prends des exemples, avec un RICO, etc., il comprendra qu'il a le temps. Pourquoi? Parce que plus l'entreprise est grande, plus elle a des moyens pour pouvoir vous répondre. Plus elle est petite, moins elle a le temps, et ce qu'elle cherche, c'est développer son activité. Et plus vous êtes proche de la proximité et de la main-d'œuvre, les entreprises ne comprennent pas l'approche des hôpitaux. Puisqu'on leur dit d'un côté, il y a des affichages, on va réduire de 30%. Regardez ce qui se passe au niveau des CCI aujourd'hui. Il y a été une annonce, ils ont réduit pratiquement d'un tiers le budget. Et ben, ça va jouer sur quoi? C'est d'optimiser au mieux les relations qu'ils ont avec les acteurs locaux. Aujourd'hui, les hôpitaux, alors, on peut mettre aussi tout le médico-social dedans. Donc il y a une volonté, parce que c'est allé un peu trop loin, parce que quand vous prenez des ratios, le prix à la chambre,
donc qui sont les ratios qui permettent de déterminer les budgets actuellement. Il y a aussi la limite du système où on va fermer des hôpitaux dans des endroits, on va créer des zones désertiques, etc. Je veux dire. Mais aujourd'hui, il faut expliquer ça de plus en plus sous un angle de relation durable par rapport au maillage du territoire. Mais c'est vrai qu'il y a une convergence, c'est vrai qu'il y a des difficultés d'explication, parce qu'il n'y a pas de maturité encore au niveau achat, je pense, dans l'hospitalier. Justement, les acheteurs hospitaliers là, qui sont autour de la table, vous avez une réaction par rapport à ce que dit Monsieur Châtenay? J'ai une réaction par rapport aux petites entreprises. J'ai dit qu'on avait systématisé la clause développement durable et le questionnaire. On ne l'a pas fait pour un marché à Saint-Nicolas, contrairement au CHU d'Angers, parce qu'on a des résidents, je vous ai dit tout à l'heure, un peu plus de 414 lits, essentiellement EHPAD et USLD. Donc il y a une consommation proposée, en tout cas au moment des fêtes de fin d'année, au moment des fériés, de vin. Et on a eu beaucoup de difficultés déjà à faire accéder à la commande publique les viticulteurs locaux. Donc il n'était même pas question d'envisager de rajouter un questionnaire un peu peut-être administratif, en tout cas vécu comme tel pour eux. Même s'il y avait eu un travail, je vous l'ai dit tout à l'heure, par le groupe Rémi Cointreau sur tout ce qui était viticulture raisonnée dans le cadre du référencement. Mais en tout cas, les viticulteurs qu'on souhaitait toucher de façon assez large, avec une mise en concurrence assez large, ça nous paraissait inenvisageable par rapport à l'étude du marché que l'on avait réalisée de pouvoir proposer cette clause développement durable. Donc on a déjà fait un travail pour un accès à la commande publique auprès de ces viticulteurs et c'est quelque chose qu'on n'a pas introduit dans le marché sur le vin de table par exemple. Oui, c'est toujours un peu compliqué en fait d'avoir des schémas et des réponses très définitives. La première chose, c'est que quand on parle de l'hôpital, en fait, on parle d'organisations derrière qui sont très variées. Entre un CHU et puis un hôpital de jour, un hôpital local, entre les tailles des établissements, les localisations des établissements, on a des problématiques en fait qui sont extrêmement différentes. Et on le voit bien, par exemple, dans tout ce qui est logistique et dans tout ce qui est problématique de stockage. Un établissement qui va être implanté dans une grande ville ou un établissement qui va être dans une région qui va être un peu plus reculée des villes va pas avoir les mêmes capacités. Donc du coup, je pense qu'il faut se méfier quand même des schémas tout faits qu'on peut avoir. Et en termes, pour revenir à notre sujet, en termes de développement durable, et moi je viens de l'industrie en fait, j'ai connu effectivement et l'entreprise et le secteur du public. Ce qu'on peut dire sur les différentes approches, c'est que la notion d'intérêt général en fait dans le secteur public va être le moteur. Pour les entreprises, c'est la notion de rentabilité qui va être le moteur. Donc, ce qui veut dire que la notion d'intérêt général en fait va tirer vers le haut tout le monde. Parce qu'à partir du moment où les clients des entreprises, que sont les personnes publiques, hôpitaux ou autres personnes publiques d'ailleurs, vont avoir des demandes, et comme Madame l'évoquait très bien, sur des démarches effectivement précises, vertueuses et généralisées, ça veut dire que ça va obliger derrière les entreprises à elles-mêmes mettre des démarches vertueuses pour répondre en fait à la demande. Donc finalement, on est dans un système où l'intérêt général et l'État, puisque le système français fait que l'État est quand même très présent, soit lui-même, soit par ses satellites, va tirer tout le monde finalement vers le haut. Et je pense qu'aujourd'hui, si les entreprises se mettent à des démarches de développement durable, c'est parce que derrière, il y a des clients publics qui finalement les poussent à cela.
Alors je vais peut-être donner la parole un peu à l'auditoire. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenants? Vous avez été si clair. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? On a encore un peu de temps, donc... Je vais me faire une première question. Je veux dire, l'avocat du diable, ce que je veux dire, c'est que je pense que le monde de l'hospitalier, pour moi, au sens, c'est le médico-social au sens large, et au début d'une belle aventure, parce qu'en fait, l'acteur principal, c'est le public. C'est l'accès au public, aux soins et à la santé. Et aujourd'hui, la santé, aujourd'hui, je dirais sous un problème de rentabilité, se pose des bonnes questions, c'est comment mieux faire. Et il y a une opportunité qu'on appellera développement durable, c'est essayer de regarder les conséquences des actes qu'on peut faire au quotidien en termes de pratique, pour se dire comment je peux mieux préserver les ressources, je dirais, naturelles, qui sont l'homme qui travaille dans une entreprise publique ou privée, et aussi comment je peux aussi limiter, je dirais, les ressources utilisées en termes d'environnement. Donc pour moi, c'est une opportunité. Et après, de ne pas réinventer l'eau tiède. Il existe plein de pratiques qui peuvent être à travers, je dirais, il y a des fédérations, il y a aussi des organisations qui centralisent tous les besoins, je ne vais pas dire des centrales d'achat autour des... Donc d'utiliser tous les réseaux qui existent pour essayer de mieux qualifier son besoin et de mesurer les conséquences que ça peut avoir localement par rapport au territoire. Sur l'entreprise locale, effectivement, il y a quelques années, dans le privé, on mesurait combien j'achetais à l'autre bout du monde. On s'est rendu compte qu'avec le coût de l'énergie, ça coûtait cher de rapatrier et qu'on avait des ressources qu'on mettait à disposition. Il y a une chose, c'est de se dire dans les achats de demain, c'est la pénurie. Tant qu'on a des fournisseurs qui répondent, ça va très bien, mais c'est de dire si j'avais pas de fournisseur, comment je ferais? Et d'imaginer un plan B en disant je peux accepter quelque chose de mes fournisseurs actuels pour qu'on s'améliore dans la durée. Alors, l'éco-conception est une partie, mais d'éco-concevoir sa relation dans la durée, c'est une autre chose, j'irais, à inventer. Parce que demain, les fournisseurs seront différents, mais les besoins seront identiques, parce qu'il faudra satisfaire des clients internes, des collectivités ou des budgets. Ça restera toujours. Et d'essayer d'évoluer dans sa mentalité. Et l'opportunité qu'il y a aujourd'hui, c'est le croisement des générations. Parce que les personnes qui arrivent maintenant sur le monde du travail n'ont pas les mêmes besoins. Et de l'autre côté, il y a des gens qu'on met à l'écart de la société qui sont les seniors. Et les seniors ont besoin de la santé. Donc ce que je veux dire, c'est que maintenant on est au croisement de tout ça. On a une question dans la salle. Je vais passer le micro. Oui, tout ce que j'ai entendu était fort intéressant, merci. Une petite question par rapport aux usagers hospitaliers, les gens qui utilisent le matériel acheté avec des critères de développement durable, comment ça se passe? Est-ce que d'une certaine manière, vos usagers, les gens qui utilisent les produits achetés, les prestations achetées, est-ce qu'ils sont en demande aussi de cette dimension développement durable ou pas? Est-ce que vous avez des personnels hospitaliers qui sont en demande de ces aspects développement durable et prescripteurs d'une certaine manière? Comment ça se passe? Et est-ce que s'il y a des produits qui ont un avantage environnemental, est-ce qu'il est bien perçu, est-ce qu'il est bien accepté par les usagers et les personnels hospitaliers aussi? Parce qu'on se pose souvent la question, comment se passe comment peut se passer, je dirais, une amélioration de l'impact environnemental? Est-ce que ça se fait au détriment de la santé ou pas? Et donc là, il y a quand même il peut y avoir très vite un conflit entre l'approche environnementale notamment avec les pratiques hospitalières et l'objectif de santé que doit atteindre l'établissement hospitalier. Je veux bien commencer une réponse. Au CHU d'Angers, en fait, les usagers on rend compte des actions en développement durable, y compris des achats, devant une commission du conseil d'administration, et on rend compte au niveau du conseil, les usagers sont partie prenante du projet développement durable et achat éco-responsable. À mon sens, on n'a pas eu beaucoup de demandes des usagers en termes d'achat éco-responsable, plus des personnels. On a eu des demandes... alors vous parliez des filières de déchets, sur
comment on mettait en place sur de l'alimentaire, etc. Oui, on a eu des demandes plus des professionnels. Et on a eu aussi un travail au CHU d'Angers sur... alors là, c'était dans le cadre du projet développement durable en lien avec les déchets et aussi les achats, sur le fait de choisir entre de l'usage unique ou de l'usage multiple. Et on a intégré toutes les dimensions, autant qualité de vie au travail, conditions de travail des professionnels, que les aspects environnementaux, etc. Donc c'est des points qu'on a effectivement travaillé dans des groupes de travail auxquels participaient des représentants du personnel, des personnes, acheteurs, prescripteurs, etc. Je pense que ce que vous évoquez, en fait, c'est la prochaine étape, en définitive. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a, me semble-t-il, quelques signaux. Par exemple, nous, on a à la FEAP un établissement qui est le centre chirurgical de Marie-Lannelongue et qui, tous les ans, en fait une semaine développement durable. Donc toute la semaine, en fait, il y a un thème particulier et c'est en fait un thème partagé et par les patients et par les professionnels de santé. Et puis, je pense aussi à cet article, il y a un article sur ce sujet-là dans la loi de santé, en fait, qui relie justement les achats et les usagers, et enfin, en tout cas, les patients. Et ce que vous évoquez est intéressant parce qu'en fait, c'est vrai qu'il me semble qu'aujourd'hui, on a pris le sujet vraiment inter-organisation, entre professionnels des organisations, en ayant évidemment toujours le patient comme objectif, en tout cas sa satisfaction et son confort. Mais je crois par exemple que des organisations comme le CIS n'est pas venu sur ce terrain-là, en fait. Mais ce que vous soulevez est intéressant et je pense que ce sera la prochaine étape dans les échelles de maturité finalement qu'on peut gravir sur le sujet. Ce que je veux dire, c'est que là, on voit un exemple, parce que d'un côté, il y a de mettre en avant des actions et de communiquer, et ensuite les pérenniser sur d'autres thématiques, d'accord. Mais parce que là, je posais la question, est-ce que c'était déconnecter l'action de développement durable par rapport au CHSCT, qui existe un peu partout? Parce que, est-ce que sous l'angle de sécurité, ça peut faire avancer le dossier? C'est peut-être aussi, l'organisation existe, je veux dire, peut-être au niveau... Parce que là, j'ai entendu plusieurs fois traitement des déchets, donc on peut parler des dasseries ou des choses comme ça, mais c'est un sujet qui peut interpeller à la fois l'usager et aussi le personnel. Et l'idée, c'est plus d'impliquer par du processus l'ensemble des acteurs de l'hôpital et de donner une image positive des actions faites par les acheteurs. Alors justement, moi je travaille au RESA, donc c'est le réseau des acheteurs hospitaliers, et donc on est un groupement d'intérêt public spécialisé dans la mutualisation et la professionnalisation des achats. Et justement, on a travaillé récemment sur un sujet qui était éco-innovant dans le cadre du traitement des déchets. On s'est rendu compte qu'il y avait une demande émergente des établissements qui en fait s'était rendu compte que les cuisines, à chaque fois que des produits étaient consommés, de la nourriture, jetaient les barquettes qui étaient pourtant recyclables, parce que c'était une obligation, avec les déchets, et finalement c'était pas recyclé parce que pour les cuisines c'était une perte de temps que de prendre le temps de trier la barquette, de la mettre dans un conteneur et de jeter le reste de la nourriture ailleurs, et les couverts, de les mettre ailleurs. Donc on a travaillé sur ce sujet dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle InnoCat. Et donc on a notifié un marché récemment qui alors je vais vous donner l'intitulé du lot exact. Donc ce sont des barquettes alimentaires, et donc c'est de la vaisselle biodégradable et compostable qui facilite ainsi le travail du personnel, qui pourra jeter dans un même conteneur vaisselle et relief de repas. Il y avait également une autre solution qu'on a retenue,
qui permet à la fois l'acquisition de barquettes alimentaires recyclables et un service de recyclage associé. Parce qu'on s'est rendu compte aussi que parfois l'hôpital, il voulait recycler, mais il n'avait pas toujours le service adapté. Donc ça lui coûtait beaucoup plus cher de trouver un bon système. Voilà, donc en fait, il y a vraiment aussi une émergence de la demande du côté des hôpitaux. Et donc ce qu'on disait, c'est une prise de conscience côté hospitalier, parce que voilà, il y a ce qu'on disait, l'intérêt général, la volonté d'avoir une démarche éco-responsable. Et je pense que c'est ça la solution, c'est que tous les acteurs se mettent autour de la table, se disent aujourd'hui, il y a une demande, il y a une réalité, il faut y faire face. Voilà. Il y a des choses aussi qui peuvent aider les acheteurs, qui sont le TCO, c'est-à-dire le coût complet, et aussi le cycle de vie. Donc là, c'est un exemple, c'est de donner, je dirais, à du jetable, du réutilisable, de recycler, et de redonner une deuxième vie au produit, plutôt que d'acheter un produit bêtement. Je prendrai l'exemple des gobelets plastiques dans les distributeurs à boissons. Eh ben, il y a quelques années, vous aviez systématiquement le gobelet et la petite touillette au milieu. Donc maintenant, on vous demande par défaut, est-ce que vous voulez sucré ou pas sucré? Donc il faut revoir les modèles. Donc c'est un petit peu et redéfinir le juste besoin, parce que le juste besoin correspond à un niveau de qualité et de service, mais aussi d'intégrer les acteurs, comme ça a été dit, c'est le personnel, et les utilisateurs de plus en plus, et y compris le fournisseur. Parce que le vrai gain, c'est si l'ensemble des acteurs sont gagnants tous ensemble. Sinon, il y a un problème de rapport de force. Exactement. Il ne faut pas que ça leur complique la vie non plus aussi. Et je vais redire une chose, c'est-à-dire aujourd'hui, l'achat responsable, c'est du bon sens. Donc, à quoi ça sert, pourquoi ça sert, et je suis capable de mettre combien d'argent ensemble pour gagner. Voilà. Bon, je pense qu'on a tout dit. On va mettre fin à cette conférence. Je vous remercie pour votre écoute. Et puis, si vous avez encore quelques questions à poser, les intervenants restent encore un instant. Merci. Au revoir.